Bonjour. Donc je suis Arnaud de Lacoste. Merci à Jean-Marc, merci Marc de m'avoir invité ce matin. C'est un grand honneur pour moi d'introduire la première conférence de cette journée. Donc en deux mots, moi je suis un entrepreneur. J'ai travaillé toute ma vie dans une seule boîte que j'ai créée en 1994 avec deux copains. J'ai dirigé pendant 25 ans. On était opérateur de centre d'appel, BPO, donc les gens que vous détestez appeler quand vous avez un problème avec votre opérateur télécom, votre provider de services dans l'électricité ou le gaz. Mais on est un mal nécessaire. Et donc pendant 25 ans, je me suis occupé de servir dans le monde entier des grands donneurs d'ordre, principalement des très grandes entreprises. On était 3 il y a 25 ans. Moi, j'ai quitté l'entreprise, j'ai vendu mes titres il y a 1 an. On était 3e acteur mondial, presque 80 000 salariés dans 26 pays. Donc, mon métier à la fin, c'était de voyager et j'en avais un petit peu marre de prendre l'avion et je voulais me recentrer sur d'autres choses. Alors, j'avais une deuxième activité qui était une activité d'investisseur, principalement dans l'écosystème digital autour des métiers de service et d'expérience client. Donc aujourd'hui, c'est quasiment mon nouveau métier. J'interviens dans des boards, j'interviens dans des structures d'investissement, principalement dans l'économie digitale, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Et puis, il y a 3 ans, j'ai écrit un bouquin il y a 2 ans, mais la réflexion était un petit peu en amont. En fait, j'en avais marre que partout dans la presse, ou dans tout ce que je pouvais lire venant des grands cabinets d'audit américains, Gartner, Forrester, etc., en disant vous savez quoi, votre métier il est mort et dans les X mois, on me donnait une espérance de vie qui était plus en mois qu'en années, votre métier va disparaître. Et cette révolution de l'intelligence artificielle, dont on parle maintenant depuis quelques années, avec la corde de métiers qui allait disparaître, allait toucher en premier lieu les métiers de service, et notamment les métiers de service client, et les centres d'appel étaient en haut de la pile. Et ça ne correspondait pas à ce que je voyais moi dans mon quotidien, ça ne correspondait pas aux demandes où chaque année on avait une croissance de 10%. Je trouvais que l'écosystème technologique n'était pas prêt, le consommateur n'était pas prêt, et donc je trouvais qu'il y avait un vrai grand écart entre ce qu'on lisait dans la presse et ce qu'on vivait au quotidien. Alors, je me suis dit, peut-être c'est ma grille de lecture qui n'est pas la bonne, et vous savez, moi j'ai toujours eu un naturel assez prudent, et donc je me suis dit, peut-être c'est moi qui ai tort. Donc le point de départ de ma réflexion, c'est de dire, Arnaud, tu te trompes, peut-être que ton métier est mort demain, sauf que ta grille ou ton point de vue est un point de vue qui est vicié parce que tu ne vois que ce qui est devant toi dans ton petit écosystème avec tes clients, tes salariés, etc., et tu ne vois pas le reste du monde. Donc pendant 6 mois, j'ai fait une sorte de mi-temps en prenant du recul sur mon quotidien, et puis je suis allé rencontrer plus de 250 startups aux 4 coins du monde. J'ai vu aussi des universitaires, j'ai même rencontré des théologiens, enfin vraiment un panorama assez large de l'écosystème digital. Et au bout de 6 mois, j'avais une conviction, qui est devenue la conviction de mon entreprise, qu'on a défendue, qui est de dire non, on est dans un sorte de bullshit marketing, on n'en est pas là, et ça arrivera peut-être, mais pas tout de suite. Et donc j'ai construit tout un argumentaire que j'ai porté à l'ensemble de mes forces commerciales, marketing, etc., tous mes patrons de pays, pour dire, voilà ce que, quand on vous oppose la fin de votre métier, voilà ce que vous pouvez répondre. Et puis ce corpus, j'ai envie de dire, d'entreprise, c'est devenu un bouquin. Et donc j'en ai fait un livre qui s'est pas mal vendu en France et aux États-Unis. Donc Le Seigneur des robots, un petit clin d'œil au Seigneur des Anneaux, évidemment. Alors ça marche moins bien en américain, c'est pour ça qu'on a pris uniquement le sous-titre. Et si l'intelligence artificielle nous rendait plus humains. Et ce bébé, c'est un truc avec lequel je vis maintenant depuis un peu plus d'1 an et demi. Et une fois par mois, je fais une conférence autour de ces thématiques. Et donc la conférence du jour, elle est au titre assez provocateur. Est-ce que j'aurai encore un boulot demain et on va essayer de décrypter ça et de travailler cette réponse. Alors, j'aime bien, quand je fais ce type d'exercice, ouvrir par une image du quotidien. Et ça, donc la Maïf est un assureur français, je ne sais pas s'ils sont présents en Suisse, mais l'intérêt de la Maïf, c'est que c'est une compagnie d'assurance mutualiste
qui trône et qui gagne quasiment tous les prix d'expérience client en France depuis 10 ans. Ils sont réputés comme étant vraiment parmi les numéro 1, au même titre que Nespresso, que BMW ou Porsche, enfin voilà, dans les standards de c'est quoi le best in class dans l'expérience client. Et ben, la Maïf dans l'assurance est ce qui sait le mieux. Et la Maïf a décidé de faire une campagne de pub il y a quelques mois en mettant en avant ses services clients. Alors ça, il le faisait depuis assez longtemps, mais en opposant la machine et l'humain. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il faut rentrer dans le débat public la notion de machine. Enfin, là, c'est clairement une pub sur un abri de bus. Donc, on est vraiment pour pas impacter des chefs d'entreprise ou des dirigeants d'entreprise. Non, c'est pour impacter monsieur tout le monde, madame Michu, dans la rue, en disant, ben voilà, venez à la Maïf, vous serez servi par un homme, vous serez servi par un humain et pas par une machine. Et je me dis, ben, c'est intéressant parce que ça veut dire que le sujet, il est mass market, mais d'un côté, c'est complètement con. Parce que c'est complètement faux. Depuis la nuit des temps à la Maïf, ils ont des machines qui calculent plein de choses. Et donc, leur service client, quand on appelle la Maïf, évidemment qu'il y a des algos qui travaillent derrière depuis toujours. Alors, on n'appelle pas ça IA, on n'appelle pas ça machin, mais il y a de la data depuis le début. Un assureur, c'est un puits de data. Il sait tout sur nous et il veut en savoir le plus possible. Et donc, je trouve que l'opposition est stupidissime. Et je trouvais que pour quelqu'un qui était aussi en avance et aussi en réflexion sur la notion d'expérience client, c'était quelque part surfer sur une vague, mais pas forcément avec les meilleurs atouts. Alors, bon, c'est un petit élément, mais pour vous dire que l'IA, les données, tout le monde en parle. Mais en gros, on raconte quand même beaucoup de bêtises. Et alors, la meilleure définition que j'ai trouvée sur ces éléments quand je me suis mis à travailler sur ces sujets, c'est vraiment Astro Taylor. Astro Taylor, c'est le patron du laboratoire de recherche de Google, Alphabet, et qui dit l'IA, c'est la science qui permet aux machines de faire ce qu'on voit dans les films. Et c'est vraiment ça. Associé à ce mot IA vient une fantasmagorie de Terminator, en général très négative. La plupart des robots qu'on voit associés à l'IA, ils sont méchants. Et donc, depuis tout petit, depuis qu'on nous parle d'IA, depuis qu'on voit l'intelligence artificielle dans les films, on est nourri, dans 90% des cas, à une sorte de peur, une sorte d'appréhension, où le robot, globalement, s'oppose à l'homme, va le remplacer, Et donc, quand on fait la transposition vers le travail, tout de suite, on se dit, le robot, il va nous remplacer aussi dans notre boulot. Et donc, très vite, fleurissent un ensemble de petites pubs ou de petits dessins qu'on peut voir partout. Voilà, mon assistant virtuel s'est barré avec mon robot nettoyeur et a piqué mon portefeuille de cryptocurrency et s'est barré dans ma voiture autonome. C'est peut-être le monde de demain dans lequel on va vivre. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que tous ces mots, intelligence artificielle, machine learning, deep learning, NLP, donc Natural Language Processing, chatbot, c'est des buzzwords. Si vous voulez lever de l'argent, que ce soit à San Francisco, à Paris, ou à New York, ou à Shanghai, vous avez qu'à faire un PowerPoint. Vous créez une boîte, vous mettez .ai, vous faites un PowerPoint, dedans vous mettez tous ces mots, vous avez déjà une petite chance de lever quelques millions. Et si en plus vous dites, dans mon équipe, j'ai 2-3 docteurs PhD en sciences du langage naturel, youpi, 10 millions. On est sur une sorte de courbe qui fait que si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas d'argent. Et quand on creuse, moi j'ai regardé sur 200 boîtes qui disent je fais de l'IA, 90% il n'y avait pas de l'IA. Il y avait de la data, il y avait des algos, mais il n'y avait pas d'IA. Il n'y avait pas d'IA, c'est pas vrai. Et en fait, c'est une photo que j'ai prise dans une conf, je trouve que c'est fantastique. La différence entre machine learning et AI, c'est si c'est écrit en Python, c'est du machine learning, si c'est écrit en PowerPoint, c'est de l'AI. Ma conf, c'est écrit en PowerPoint. Et c'est vraiment ça. Aujourd'hui, vous avez dans tout ce qu'on nous rabat toute la journée, c'est principalement du PowerPoint. Alors, il y a quand même des raisons qui font que depuis quelques années, on a ce qu'on appelle
la révolution, le printemps de l'AI, en clin d'œil à l'hiver de l'AI, parce que l'AI, c'est une vieille science, et on en parlera tout à l'heure, mais qui a plus de 40 ans. Et il y a eu plein d'espérances, puis plein de désillusions, et donc un hiver. On n'en a pas parlé pendant très longtemps, et puis depuis quelques années, youpi, c'est le retour en grâce de l'AI. Alors, il y a trois, moi j'identifie trois grandes raisons. La première, c'est que on a beaucoup de data, beaucoup plus qu'avant, mais surtout, le stockage ne coûte plus rien. Donc là, vous avez un peu derrière moi l'évolution du prix du stockage du kilobit ou du mégabit au cours des 40 dernières années. Aujourd'hui, ça ne vaut plus rien. On stocke dans le cloud pour des centimes, des millions de data. Et ça, ce n'était pas possible avant. Le deuxième élément, c'est que la puissance de calcul a été multipliée dans des proportions démesurées. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, j'ai souvenir du Cray2, qui était un ordinateur d'IBM. Il y en avait quelques-uns dans le monde, c'était un truc de maboule. Il n'y avait que les États qui pouvaient se payer ça, etc. La puissance de calcul d'un Cray2, c'était l'équivalent de ce que vous aviez dans l'iPhone 4. Aujourd'hui, on a des iPhones, je ne sais pas quoi, vous avez plusieurs Cray2 dans votre poche. Pour vous donner un ordre de grandeur, en termes de puissance, pareil, pour faire atterrir les navettes Apollo, le système de guidage d'une navette Apollo avait besoin de la même puissance de calcul que 2 consoles Nintendo des années 85. On est sur un festival de gaming, donc j'imagine que ça parle à des gens. Vous prenez 2 consoles Nintendo de 1985, c'était la même puissance de calcul que pour faire atterrir des gens sur la Lune. Donc on s'aperçoit qu'on a cette deuxième élément majeur qui est puissance de calcul. Et dernier élément, qu'on aurait pu croire être le principal, mais c'est pour moi le moins important, c'est qu'il y a eu des évolutions dans les algos. Alors on en discutait tout à l'heure avec des gens qui vont parler après. Il y a eu effectivement des progrès, pas tant que ça. Ce qui est le plus important, c'est le fait que vous ayez plus de data, stockées pour rien, et avec des outils pour les cruncher, pour les manipuler, qui sont à disposition. Alors, aujourd'hui, quand on travaille sur l'industrie des services, ce qui va impacter en termes de cas d'application et j'ai envie de dire, d'état de l'art à aujourd'hui, c'est principalement les éléments d'AI autour de la science du langage. Dans les métiers de service, on s'aperçoit que ce qui peut être remplacé, ce qui peut remplacer l'homme ou l'augmenter demain, c'est la capacité de la machine à comprendre et à parler. Donc je vais vous donner ces trois petites vidéos qui donnent un sorte d'état de l'art aujourd'hui, je trouve vraiment intéressant, autour de ces notions de compréhension du langage naturel, génération de texte. Le premier, ça vient d'un organisme qui est public, enfin qui est open source, qui est OpenAI. Alors derrière, c'est Elon Musk, qui a travaillé sur un nouveau protocole de langage qui s'appelle GPT-2, qui est capable de générer des textes à la volée en partant juste d'un exemple. Donc c'est une petite vidéo. Donc vous tapez le début d'une phrase. Et derrière, la machine va chercher dans le web pour générer la suite du texte. Alors pour nos amis journalistes dans la salle, ça peut être un bon moyen de produire du contenu. Et donc là, vous voyez, on a un contenu qui semble vraiment pertinent. Et si vous donnez plus de contenu à la machine, hop, elle vous régénère un texte encore plus grand. Et donc, à l'heure des fake news, qui est un sujet aujourd'hui, ce type d'outil peut être quand même assez préoccupant. Alors, on peut imaginer qu'il y aura des détecteurs de textes auto-générés, mais ça n'empêche qu'en termes d'état de l'art, sur tous les métiers qui sont en service, on s'aperçoit qu'on a quand même une technologie qui devient d'une maturité assez importante. Alors, il
y a eu une polémique, puisque OpenAI, est donc, comme son nom l'indique, c'est de l'open source. Et donc, depuis qu'ils existent, ils ont toujours publié tous leurs algos, voilà, publiquement. Et là, l'équipe de chercheurs en charge de ce protocole, le nouveau groupe d'algo, a décidé de ne pas publier en disant c'est tellement dangereux et on peut générer tellement de fake news avec notre techno qu'on ne va pas la publier. Alors, derrière, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est parce que ça ne marche pas si bien? La communauté est assez divisée et si vous tapez GPT-2 sur Google, vous verrez, il y a plein d'articles, plein de polémiques. Mais il n'empêche que, quand bien même ça ne serait pas complètement aussi naturel que ça, on n'en est pas loin. Et donc je pense que quand on est dirigeant d'entreprise, on doit se dire que voilà, est-ce que dans les années qui viennent, dans les mois, années qui viennent, est-ce que mon business peut être impacté par ce type de techno, d'autogénération de contenu à partir d'un corpus initial qui est très très court, très très faible. Le deuxième exemple, et il est plus connu, je vous laisse découvrir, c'est dans Google. Hey Google, book a table for 2 at El Cocotero on Tuesday at 7. All right, just in case that's not available, can I try between 7 p.m. and 8 p.m.? Sure. All right, I'll call to book under your name and phone number, and I'll update you in the next 15 minutes. Is that okay? Perfect, thanks. El Cocotero, how may I help you? Hi, I'm the Google Assistant calling to make a reservation for a client. This automated call will be recorded. Can I book a table for Tuesday the 12th? Okay, cool. And how big is the party? It's for 2 people. Great. And when did you say they want to come in? Tuesday at 7 p.m. Okay, let me check. I don't have 7, but we can do 8. Yeah, 8 p.m. is fine. Perfect. And can I get their name? First name is Anna. Okay. We'll see Anna Tuesday. Thank you. Okay, awesome. Thanks a lot. Anna for 2. Right this way. Donc derrière Google Assistant, donc l'interface vocale, Google Home et derrière Google Assistant, il y a une technologie qui s'appelle Google Duplex, où Google dit demain, sur une partie de services simples, comme réservation, etc., votre assistant peut prendre la main et vous remplacer. Et par exemple faire des réservations à votre place. Alors c'est encore à l'étape d'expérimentation. Ils ont lancé Google Duplex que dans certaines zones géographiques. Mais je pense qu'une partie de notre futur demain, et on se demande tous, je ne sais pas combien dans la salle ont d'assistants virtuels chez eux, que ce soit Amazon Alexa, Google Home ou d'autres outils. Je ne sais pas si vous en avez, vous pouvez lever la main d'ailleurs. Qui a une interface type Alexa ou Home chez soi? Pas encore beaucoup. Et la question seconde, c'est qui s'en sert? Donc aujourd'hui, les cas d'usage sont... Alors, ce qui est amusant, c'est que vous n'en avez pas beaucoup dans l'audience. Je m'attendais à plus. Et en revanche, les cas d'usage sont très faibles. Aujourd'hui, pour ceux qui en ont, on teste quelques fois, mis à part les blagues. Globalement, on s'en sert assez peu. Mais demain, moi, je reste persuadé que ce type d'interface sera au centre de notre écosystème digital et que ce type de service passera par ces interfaces et notamment par des outils type Google Duplex où on sous-traitera à la machine une partie de tâches plus ou moins complexes. Et le troisième projet, donc on a parlé d'OpenAI, donc Elon Musk, on a parlé de Google, c'est chez IBM. IBM a lancé vous savez, IBM, ils aiment bien quand ils développent des technos, les faire entrer dans l'univers du grand public en lançant des défis. Donc il y a eu les échecs, il y a eu Jeopardy, et là ils ont lancé un projet qui s'appelle le projet Débatteur. Alors je ne sais pas si vous avez ça en Suisse, il n'y a pas ça en France, mais aux États-Unis, ils aiment bien faire des jeux avec tout, et il y a des championnats de débat, donc de joutes oratoires.
Et donc, ils ont travaillé sur est-ce qu'une machine pourrait être capable de débattre contre un débatteur professionnel, un spécialiste du débat, sur une thématique qu'elle ne connaît pas, mais avec... donc le spécialiste du débat, lui, il a que sa connaissance à lui pour pouvoir argumenter, il n'a pas accès au web, quand la machine, elle, a accès à tout le web. Donc, a priori, elle a accès à un corpus de données qui est gigantesque. Mais ça nécessite d'avoir une compréhension à la fois de la question et de tout ce qui est dans le web, et puis une capacité à l'argumenter, à structurer une argumentation qui est très complexe. Et donc IBM s'est mis là-dessus, ils ont lancé Projet Débatteur et ils en ont fait un petit film. Et moi, personnellement, je trouve ça assez effrayant. I would like to offer a different view. It's one small step for machine, one giant leap for machine kind. IBM's newest artificial intelligence system took on experienced human debaters and won a live debate. Subsidizing space exploration is like investing in really good tires. It may not be fun to spend the extra money, but ultimately you know both you and everyone else on the road will be better off. Called Project Debater, the system scans hundreds of millions of articles and journals to develop its position on a topic. Then it creates a narrative to support its argument. It has to be able to understand language in a way that will enable it to figure out what are arguments that support its stand of the debate. So we have developed a machine learning algorithm. It has neural networks, deep neural networks in it. It has other machine learning technologies in it. Project Debater took part in 2 debates, each consisting of an introduction, a 4-minute rebuttal, and a concluding statement. And in the second debate, the Project Debater actually convinced 20% of people to change their minds in favour of it. The AI even predicted and rebutted arguments before the human opponent made them. They were learning what is the rationale behind how a debate is structured. How do you build an argument to make it persuasive? IBM's Human Computer Challenges began in 1997 when Deep Blue beat world chess champion Garry Kasparov, and in 2011, IBM Watson won Jeopardy! But its researchers say Project Debater has applications beyond just winning debates, like in the legal and financial fields. What we are trying to develop is a demonstration of technology that has a lot of power to aid human beings to expand their mind, to get better insights. Google is also developing an AI called Duplex that conducts natural conversations on the... Donc, sur ce dernier point, aujourd'hui, en termes d'état de l'art, encore une fois, on est sur... IBM produit un jeu, entre guillemets, mais après, à chaque fois, on voit bien qu'il y a des utilisations dans un monde business. On va arriver à un état où la machine sera capable de comprendre une question, d'aller chercher dans l'ensemble du web des réponses et réargumenter ces réponses. On a vu au départ qu'on était capable, avec les technos OpenAI, de produire du texte à la volée. Donc on va rentrer dans un monde où globalement la génération de contenu va être un sujet qui va potentiellement qui était uniquement humain jusqu'à présent, va demain être partagé avec les machines. Et donc je pense que dans l'industrie des services, ça va être un des éléments qui va changer beaucoup de choses, parce qu'une grande partie du fait de rendre service, donc d'échanger entre que ce soit en face à face, que ce soit à distance, que ce soit sur les politiques de service client, etc., il y a un besoin de compréhension de questions et de génération de réponses. Et là, je pense qu'il y a une sorte de mur qui est en train de tomber, où des choses qui étaient impossibles par la machine vont le devenir demain. La même manière, si on regarde ces technos avec nos yeux de citoyens, dans le débat public de demain, je pense que le sujet des fake news va devenir un sujet encore plus important, parce que la production va être facilitée par ces technos. Alors, comme dans toute évolution technique, il y aura des contre-feux, et je pense que les chercheurs développeront aussi des algos qui permettront de détecter ce qui est fait de manière automatisée versus ce qui est fait par un humain. Mais ça n'empêche qu'on va vivre dans un univers où ces tâches qui étaient éminemment humaines vont devenir partagées avec des robots. Alors, est-ce pour autant la fin du travail dans nos métiers de service? Alors, la littérature est gigantesque, et aujourd'hui, vous trouverez plus d'articles qui vont dans le sens de oui, on va vers une société du loisir, il n'y aura plus de boulot demain, que des articles qui diront que vous avez encore un métier demain. Moi, je pense que ça doit être assez mitigé. Et juste un petit clin d'œil, si vous êtes inquiet, nous sommes inquiets.
Sachez que vous n'êtes pas les seuls. Bon, c'était... Voilà. C'était juste une petite truc. En fait, j'ai vécu aux États-Unis pendant 4 ans, donc j'ai assisté à des centaines de conférences. Et un jour, un mec me dit, moi, je fais des conférences géniales, mais à chaque fois, je mets un chat, parce que dans une bonne conférence, il faut à un moment donné qu'il y ait un chat, ça fait une petite pause, etc. Donc maintenant, je mets un chat tout le temps. Je ne sais pas si pour autant c'est génial, mais j'applique les apprentissages américains. Plus sérieusement, on s'aperçoit que depuis la nuit des temps, à chaque fois qu'il y a une rupture technologique majeure, l'homme a toujours eu tendance à surestimer les impacts à court terme et à sous-évaluer ses impacts à long terme. Si on regarde par exemple, je vais vous donner 2-3 exemples. Invention de l'écriture ou génération de l'écriture. Platon disait cette technologie est stupide et va rendre l'homme stupide parce que ça va tuer la mémoire. On s'aperçoit tous qu'on a tous une mémoire encore aujourd'hui, et l'écriture existe depuis longtemps. Il y a eu des révoltes, mais violentes, au moment de l'invention des métiers à tisser. La reine d'Angleterre a publié un édit visant à limiter l'expansion des machines à tisser, parce qu'elle disait que ça allait détruire des milliers d'emplois en Angleterre, de gens qui travaillaient et qui filaient la laine à la main. Donc on s'aperçoit qu'à chaque fois, souvenez-vous, les moines copistes et l'invention de l'écriture, de l'imprimerie par Gutenberg, à chaque fois qu'il y a eu une évolution une technologie de rupture, on a eu ces mêmes éléments. À court terme, c'est la fin du monde. Et puis on s'aperçoit à long terme qu'on n'a pas forcément les déclinaisons qui étaient attendues initialement. Mais on a généré une croissance qui était bien supérieure à ce qu'on a détruit. Alors la question c'est, est-ce qu'avec les technos d'intelligence artificielle, on est sur le même processus de destruction créatrice, j'ai envie de dire schumpeterien, ou pas? Moi je suis convaincu que oui, d'autres disent que non, parce que pour la première fois ça ne touche pas une force mécanique, mais ça touche une force intellectuelle, et que là on va détruire plus qu'on ne va créer. Moi je reste convaincu qu'aujourd'hui on regarde ces technos avec nos yeux d'aujourd'hui, et on n'évalue pas bien qu'elles pourront être demain, et comment est-ce que l'homme peut s'intégrer. Et je pense qu'on fait quand on regarde ces technos, on commet deux erreurs, tous. La première, c'est qu'on regarde ces technos avec un œil humain, et qu'en fait, on s'aperçoit que ce qui est compliqué pour un homme n'est pas forcément pour une machine, mais ce qui est simple pour un homme peut être très compliqué pour une machine. Par exemple, le fait de la capacité de préemption, donc de dire je pose cette zapette ici et je la récupère, pour moi c'est super simple. Pour un robot, c'est super compliqué. Le fait de marcher en équilibre, on a mis des dizaines d'années à avoir des robots qui fonctionnent correctement, et qui étaient capables de marcher correctement. Aujourd'hui, c'est le cas, mais ça a mis beaucoup de temps. Alors que pour un enfant de quelques mois, il est capable de marcher. Et la deuxième truc, c'est qu'on regarde le travail et l'impact de l'AI de manière assez monolithique. Quelle que soit la fonction d'un collaborateur, notre travail, c'est pas une seule tâche, c'est pas 2 tâches, c'est des centaines de tâches qui s'imbriquent l'une dans l'autre, avec parfois une succession logique, parfois non. Et autant c'est facile de modéliser et de dupliquer une tâche, 2 tâches, 3 tâches dans votre quotidien, de prendre vos milliers de tâches du jour ou de la semaine et de dire, voilà, la machine va remplacer ces 1000 tâches et va savoir les imbriquer dans un ordre qui est différent, etc. On est encore loin de ça, de mon point de vue. Et donc, du coup, quand on regarde de manière moins monolithique, on s'aperçoit que ce n'est pas si simple, et que les coûts de développement ou les coûts d'implémentation pour que la machine vous remplace sur une tâche sont de 1. Quand elle va vous remplacer sur 1000 tâches, ils ne sont pas de 1000 fois 1. Ils sont c'est presque exponentiel, parce que les tâches peuvent être imbriquées dans des fonctions différentes. Et puis parfois, pour une tâche que vous faites qu'une fois tous les mois, par exemple, le coût de dev de cette tâche est disproportionné par rapport à l'efficience que ça va générer. Mais sauf que si cette tâche-là n'est pas faite, l'ensemble de la chaîne s'écroule. Donc du coup, cette notion de monolithe, pour moi, est une vraie erreur que commettent la plupart des analystes, qui est de simplifier, parce que ça fait vendre, voilà. Mais dans les faits, c'est pas si simple d'automatiser des tâches. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur l'automatisation des fonctions d'expérience client, et dans les faits, on avait des résultats hyper décevants, parce que c'est toujours plus compliqué que ça n'a l'air au départ.
Et donc on s'aperçoit que on n'est pas, de mon point de vue, dans l'ère du remplacement, mais on est dans l'âge de la collaboration, dans l'âge de la complémentarité entre l'homme et la machine. Et qu'aujourd'hui, on doit avoir en tête qu'on a néanmoins des vraies évolutions qui sont face à nous, et dans nos métiers vont être impactés, ne vont pas être forcément remplacés, mais vont être impactés par ces évolutions. Et j'aime bien dire qu'il y a 3 grandes familles de paramètres qu'il faut prendre en compte. Le premier, c'est que on doit s'habituer à interagir avec des nouvelles interfaces. Alors il y a les mondes connectés, évidemment. Il y a le fait que je pense qu'on va aujourd'hui dans un monde qui est un monde d'app, où globalement une grande partie de nos interactions avec les marques, avec des tiers sont basées sur des apps. Et je pense qu'on est un peu à la fin de ça, et que tous les sujets de text messaging, on a vu tout à l'heure que les sciences du langage, de natural language processing, étaient complètement matures. Et donc je pense que ça va vraiment dans le sens des plateformes de messaging, où globalement on va de plus en plus demain interagir avec des marques ou avec des tiers sur ce type de plateforme, avec des réponses qui seront automatisées ou pas d'ailleurs, plutôt qu'en téléchargeant des apps. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, toutes les études montrent que quand vous changez de mobile, vous ne retéléchargez pas toutes les apps que vous aviez dans votre téléphone. Et le taux de téléchargement d'apps est en baisse. Et il y a peut-être 4 ans, vous aviez 150 apps dans votre téléphone. Aujourd'hui, vous n'en avez plus qu'une quarantaine. Et on sait que vous en utilisez 10, pas plus. Et dans les 10, globalement, il y a l'ensemble de l'écosystème Facebook, Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram. Donc déjà, ça fait 4 qui appartiennent à Facebook. Après, vous avez votre banque, peut-être Map, votre outil de mail. Donc il ne reste plus beaucoup de place pour une appli météo. Donc il ne vous reste plus beaucoup de place pour d'autres apps dans votre téléphone. Et donc du coup, je pense que les apps, l'interaction avec les marques non plus par des apps, mais par des espaces de messaging, que ce soit sur Messenger, WhatsApp, et encore plus en Chine sur WeChat, sont vraiment des choses qui vont encore plus se développer dans le futur. Et que si on est à la tête d'un business et des interactions avec ses clients en ligne, il faut intégrer ces nouveaux modes de communication comme étant des modes de communication privilégiés demain entre la marque et ses consommateurs. Et donc peut-être que demain, notre home screen de téléphone, ça ne sera plus une home faite plein d'apps, mais une home faite de plein d'échanges de messaging. Parce que globalement, ça ne coûte rien, il n'y a rien à télécharger. En termes de coût marketing, c'est quasiment rien. Et en termes d'efficacité, c'est bien dans l'air du temps. Le deuxième élément, et on a commencé à en parler tout à l'heure, c'est toutes ces interfaces vocales. Alors il y a eu pareil, un grand buzz, une grande hype. Ça retombe un peu parce que les cas d'application ne sont pas encore là aujourd'hui. Mais je pense que demain, derrière ces boîtiers, alors là c'est ceux qui sont visibles, mais il y en a plein qui seront invisibles, dans vos voitures, dans plein d'objets connectés qui peuvent vivre autour de nous. La commande vocale va se développer de plus en plus. Et aujourd'hui, il faut qu'on va vivre dans un monde demain où on parlera de plus en plus à nos équipements. Donc, ça veut dire que nos clients, si on est un dirigeant d'entreprise, la manière dont on doit... l'écosystème de nos clients va être un écosystème de plus en plus vocal. Et alors, je vais chaque année à une conférence à Austin qui s'appelle South by Southwest, qui est Future of Everything. Donc, c'est un endroit assez dingue. Pendant 10 jours, vous avez à peu près 100 conférences en même temps, donc pendant 10 heures, donc ça fait chaque jour, donc ça fait 1000 conférences par jour, donc c'est hyper compliqué de faire un choix. Et donc c'est un endroit, et on parle aussi bien de futur de la santé, que futur de la bouffe, que futur du sexe, que futur de tout, en fait. Et j'adore aller à la conférence d'Amy Webb. Amy Webb, elle dirige c'est une Anglaise, elle dirige un cabinet de conseils en trends en Angleterre, et elle publie chaque année un rapport sur Future of Everything. Et en 2018, elle avait ouvert le festival en disant 2018 marque la fin des smartphones traditionnels. Alors c'était assez contre-intuitif dans l'audience, tout le monde disait hein. Et en fait, je trouve que son analyse elle est vachement intéressante. Pour ceux qui étaient nés en 2005, il y en a quelques-uns dans la salle, on avait cet écosystème autour de nous. C'est-à-dire que pour avoir les mêmes usages que ce qu'on a aujourd'hui dans un téléphone, il vous fallait au moins 5-6 équipements. Il vous fallait un téléphone pour téléphoner, parce qu'un téléphone, ça sert à téléphoner. Ça, on a oublié aujourd'hui, mais ça servait à téléphoner. Mais il fallait un appareil photo,
voilà, il fallait une Game Boy pour pouvoir jouer, ou un petit appareil pour jouer. Il fallait un GPS pour se déplacer. Il fallait un lecteur de disques pour écouter de la musique. Aujourd'hui, il y a tout dans un seul appareil. Et je pense que demain, et je partage complètement son analyse, on va redevenir multi-équipés. On a une montre connectée, on a des AirPods qui nous permettent de téléphoner, mais demain, de comprendre des langues étrangères. Vont revenir demain des lunettes connectées. Et le hub d'interconnexion de tous ces équipements, c'est potentiellement le smartphone, mais c'est aussi potentiellement le device qu'on aura à la maison qui sera cette interface vocale. Parce que tout cet écosystème, potentiellement, sera un écosystème vocal. Et je pense que l'étape d'après, donc on était habitué à toucher les machines avec nos téléphones. Aujourd'hui, on va s'habituer à leur parler. Et puis, j'ai vu des élaborations de techno où, globalement, avec le geste, on est capable de commander pas mal de choses. Le deuxième élément, c'est qu'on rentre dans un âge qui est un âge de compréhension du contexte et de la proactivité. On l'a dit tout à l'heure, en 2020, aujourd'hui et dans les années qui viennent, il y aura encore plus de data qu'il n'y a jamais. Alors, on dit que on produit 40 zettabytes de data. Alors pour moi, ça ne veut rien dire 40 zettabytes. Je ne sais pas si pour vous, ça veut dire quelque chose. Ça correspond à plus de grains qu'il y a dans le sable sur la Terre. Bon, prenez toutes les plages du monde, vous prenez tous les grains de sable, on produit plus de données que tout ça. Voilà. C'est de l'ordre de grandeur, donc c'est gros, c'est beaucoup. On ne peut pas les compter. Il y aura 6 milliards de téléphones portables, 20 milliards d'outils IoT, donc ça fait beaucoup de données. Ces données, là on parle de volume, mais c'est sous de la variété, il y a des images, il y a des sons, il y a des vidéos, il y a du texte, elles voyagent à la vitesse de la lumière et il y a plein de fakes. Donc il faut prendre en compte le fait qu'il y en a beaucoup, mais qu'en plus d'une variété importante qui vont très vite et qui sont très fausses. Alors, j'ai plus le temps là de vous présenter cette vidéo, mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des boîtes comme Chiru Café, c'est une entreprise qui vend du café, c'est un bistrotier américain, donc son business model, c'est de vendre du café, et ils le vendent gratuitement. Donc, ils ne le vendent pas. Et donc, c'est-à-dire que le business model, c'est pas vendre du café. En fait, quand vous rentrez à Chiru Café, en échange d'un café gratuit, on vous autorisez à récupérer tout votre profil Facebook. Et donc, le modèle de Chiru Café, c'est de vendre de la data. Et donc, ils sont implantés dans tous les endroits où il y a des universités, en disant aux étudiants, on vous offre le Wi-Fi, on vous offre l'énergie, on vous offre le café, vous m'offrez vos data. Alors, c'est cool, comme ça, café gratos. Dans les faits, derrière, ils monétisent plein de choses, aussi bien à des gens qui sont intéressés par le fait de connaître qui sont les étudiants de telle et telle filière, etc. Parce que derrière, pour les cabinets de chasse, pour les entreprises, c'est vachement intéressant de savoir qu'un tel, il a fait telle filière. Et puis pour tout un écosystème d'entreprises, c'est cool de savoir que, parce que dans votre graphe Facebook, ça dit quand même beaucoup de choses de vous. Et j'imagine qu'ils récupèrent aussi toutes vos navigations Google. Donc ça fait beaucoup de données. Donc vous verrez en ligne, il y a une petite vidéo. Je n'ai pas le temps de passer pour respecter le timing, mais qui est intéressante et qui montre le business model de Chiru Café. Quand je parle de data et d'usage pertinent de la data et de proactivité, il y a une boîte américaine qui, pour moi, fait un truc très bien, parce que l'usage de la data, de toutes les datas que les entreprises collectent, c'est un sujet qui peut être effrayant, mais c'est un sujet qui, s'il est bien fait, qui peut être génial. Par exemple, la banque américaine Capital One, qui édite des cartes de crédit, propose un service qui s'appelle Second Look, et en gros, il vous envoie des alertes quand il y a quelque chose qui paraît anormal de manière proactive sur votre compte. Par exemple, vous avez 2 fois le même débit, ou alors vous avez donné un type manuel lors d'un paiement qui est excessif. Vous avez acheté un truc, je sais pas, $40, vous mettez un type de $40, normalement on donne 10-15%. Là, il y a l'algo qui calcule et qui vous envoie une notification en disant « Est-ce que le service a été exceptionnel ou est-ce qu'il y a eu une fraude ?» La personne, au lieu du 4, a mis un 0 derrière. Donc ça, c'est pour moi clairement un usage de data, d'expérience client qui est intrusif, parce qu'on vous envoie, invasif, parce qu'on vous envoie un message, mais qui fait vachement sens, parce que ça stoppe probablement une faute.
Donc la limite entre l'usage de la data et la proactivité, et donc c'est la compréhension du contexte et le fait que ça soit utilisé à bon escient. Et le dernier élément, c'est cette notion de confiance. Alors, on a parlé tout à l'heure de cybersécurité. Pour moi, c'est un des grands sujets de demain. Il y aura de plus en plus de données, donc de plus en plus de sensibilité, et donc de plus en plus de cybersécurité. La notion de data privacy est un sujet majeur, qui est un sujet qui est plein de paradoxes, parce qu'on est tous les premiers à dire on veut plus de respect de notre vie privée, mais on est les premiers aussi à publier sur les réseaux sociaux et à partager toutes ces données gratuitement. Et je trouve que ce cartoon est vraiment révélateur de ce qu'on vit au quotidien et de ce paradoxe, où celui-là marche pas mal aussi, avec nos enfants ados, où globalement on a le droit de rien savoir, mais il suffit de les suivre sur Instagram et on sait quand même beaucoup de choses. Et puis pour les marques, cette notion de confiance, donc je ne sais pas si vous vous souvenez de ce cas chez United, quand ils avaient évacué Manu Militari, un passager qui était en surbooking. Donc alors, il y avait eu une grande campagne derrière de dénigrement, comme on peut les connaître classiquement sur les réseaux sociaux, où globalement United Airlines était sous le feu des projecteurs comme étant la pire boîte. Bon, ça c'est assez classique, ce type de bashing. Mais ce qui était intéressant, c'était la réponse de Oscar Munoz, qui est le CEO d'United, qui était de dire on a fait une erreur parce qu'on a placé nos règles au-dessus de nos valeurs. On a oublié le bon sens, on a oublié nos valeurs. La deuxième chose, il a dit aujourd'hui, ce passager qui était en surbooking, ça ne nous fait pas assez mal de le sortir de l'avion, entre guillemets, donc on va se mettre une amende plus forte. Donc on va passer d'un max de $1 000 à un max de $10 000. Vous savez, quand on vous dit, monsieur, votre avion est plein, vous allez avoir 200 €, bon, ça vous dit, non, pour 200 €, je vais prendre mon avion, quoi. On vous dit, vous allez avoir 10 000 €. C'est plus les mêmes vacances après, donc ok, peut-être je peux attendre quelques heures, je peux attendre demain, et puis passez-moi 10 000 €. Mais pour la compagnie, l'impact il est fort. Enfin, l'impact de 200 € pour une compagnie comme Air France ou comme United, ils s'en foutent. 10 000 €, ça devient significatif. Et l'autre chose, c'est il a dit, je vais donner du pouvoir digital à mes équipes, embarquer pour essayer de résoudre au plus près les problématiques service client et pas attendre qu'il appelle, pas attendre. Donc de leur donner des outils pour pouvoir agir et les empowerer, entre guillemets, j'aime pas ce mot américain mais j'ai pas mieux, pour pouvoir qu'ils règlent les problèmes au plus tôt avant que les problèmes se déroulent. Et donc potentiellement United est en train de définir des nouveaux standards de l'industrie aéronautique. Et je trouve que Peter Francis, qui était le patron d'expérience client chez T-Mobile, disait votre marque, c'est plus un logo ou une couleur. Ce qui fait votre boîte, c'est vos valeurs et votre expérience client. Et je pense qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, c'est vraiment ça. Et ça sera encore plus ça demain. Alors je vais assez vite, parce que le temps est compté. En termes de conclusion, première partie, c'est je pense qu'il faut résister à la tentation du changement. Face à tout ce buzzword, il y a une envie de plonger dedans et de dire allez, j'y vais. Et de dire il faut que j'implémente des projets d'AI. Moi, j'ai eu plein de demandes de patrons de grosses boîtes françaises en me disant Arnaud, t'as écrit un bouquin, machin, un truc là, on est nul en AI, machin, viens nous aider à faire un projet d'AI. Je dis mais c'est débile. Un projet d'AI pour l'AI, c'est quoi la finalité? On cherche quel est le problème qu'on veut résoudre et de quel type de moyens. Peut-être que ce n'est pas des moyens d'AI, peut-être que ce n'est pas ça le sujet. Et donc il y a une tentation du changement auquel il faut résister. C'est compliqué, parce que c'est sexy, ça mobilise les équipes, mais dans les faits, aujourd'hui on est dans un âge de déception parce que plein de projets ont été construits, pas par rapport à une fin, mais par rapport à un moyen, et c'est souvent une vraie erreur. Le deuxième point, c'est n'oubliez pas vos équipes. Ce qu'on appelle la digital fluency, tout le monde n'est pas digital natif, tout le monde n'a pas vécu avec ça, tout le monde n'est pas né avec ces éléments. Et donc du coup, l'enjeu, il est certes technologique, mais il est surtout formation. Et donc il faut embarquer les équipes. Le troisième élément, et je pourrais en parler pendant 1 heure, c'est qu'il ne faut pas oublier le manager et le manager de proximité. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont managers dans des boîtes parce qu'ils sont sachants. Ces gens-là, ils ont grandi avec la boîte, ils connaissent le métier de la boîte, ils connaissent les process, ils connaissent les machines, ils connaissent les outils, etc. Et ils sont devenus managers. Sauf que demain, à l'âge de l'IA, toute cette connaissance, elle est dans la machine, elle est dans la data, elle est plus utile, entre guillemets. Ce qui va être utile, c'est des compétences qui sont plus relationnelles, détecter des besoins de formation, détecter des besoins de motivation, embarquer des équipes, les fédérer. Et c'est pas forcément le même manager. Et donc demain, on va se trouver face à une population de managers intermédiaires
qui vont être un peu décalés. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait de ces gens ? Il faut tout de suite les embarquer et les former. Dans les derniers points, il faut penser à nouveaux modes de recrutement et mettre en avant vachement les soft skills. Donc, tout ce qui va être des aptitudes plus émotionnelles, plus relationnelles que des compétences techniques pures. Et puis, avoir en tête que les éléments à l'âge de l'IA, il faut être agile et que c'est un peu tarte à la crème, mais ce sera encore plus vrai. Et donc, 5 takeaways avant de rendre le micro. Le premier, méfiez-vous des buzzwords. Succombez pas aux sirènes AI, etc. Succombez pas aux sirènes de l'AI, c'est cher. L'AI, ça peut rien coûter. Ce qui coûte, c'est vos data, vos données et vos gens, vos salariés. Ils ont bien plus de valeur que n'importe quelle techno. Et aujourd'hui, il y a plein de technos à base d'AI qui sont open source, qui sont gratuites. Le premier point, c'est il faut raisonner en couple digital plus humain et pas contre humain. Prévoyez imaginez un monde où il y aura moins d'écrans quand même demain, où globalement la voix sera omniprésente. Le sujet de la donnée, il y a tellement de données qu'il vaut mieux travailler sur la qualité de ces données que sur la quantité, et qu'il y a un vrai sujet de qualité de données. Et puis l'élément de confiance à l'âge de l'AI sera pour moi un élément majeur demain. On est vraiment à l'ère de la confiance, et ce qui fera la valeur d'une boîte, c'est sa capacité à avoir une confiance solide, pérenne avec ses collaborateurs, avec tous ses salariés, et puis avec ses clients. Et donc, et ce sera mon dernier slide, en termes de customer experience, je pense que c'est aujourd'hui, ça sera encore plus demain, le principal asset de toutes les boîtes. Et on parle beaucoup d'ubérisation, de désintermédiation. Ce qui fera que demain, votre marque existera toujours, c'est parce que vous aurez pris soin de vos clients. Et donc, derrière tous ces technos, et encore plus derrière ces technos, ce qui fera que vous serez toujours vivant demain, c'est que vous aurez pris le temps de vous occuper de vos salariés et de vos clients. Je vous remercie.